Salut les amis, bon aujourd'hui je suis au sommet de l'élevage. Il y a une question qui me préoccupe beaucoup pour la santé de mes veaux, c'est la vaccination. Je suis attendu à un stand, on va parler vaccination avec un professionnel. Je vais rencontrer Arnaud, suivez-moi, c'est parti. Bonjour Arnaud. Bon, aujourd'hui on va parler vaccination. J'ai une question qui me préoccupe pour mes veaux. J'espère que tu vas m'éclairer à toutes mes questions. J'espère aussi. Éclairer aussi ma communauté, le monde paysan qui veulent peut-être se lancer à la vaccination. Avec plaisir. Et puis si à la suite de ces questions, il y en a qui ne sont pas claires, il faut les reposer à Louis. Bonjour, donc je suis Arnaud, je suis vétérinaire responsable technique ruminant sur la gamme vaccin chez Boehringer Ingelheim. Donc Boehringer Ingelheim, c'est un laboratoire qui fabrique des médicaments pour les animaux. D'accord. Donc ça fait 13 ans que je suis au laboratoire et auparavant j'ai travaillé aussi en élevage puisque j'ai été éleveur de vaches laitières, baignardes, sur un GAEC à 4 associés dans l'Ain. D'accord. Moi c'est Louis, 22 ans, je m'installe cette année en société avec mon père. Je suis double actif, donc je travaille encore à l'usine. Et mes heures perdues, j'ai fait à la ferme. Je suis en vache salaire allaitante. Mon projet plus tard serait de garder mes salaires allaitantes et de passer en laitière, soit en Montbéliarde ou en salaire laitière. Et voilà, je suis intéressé par la vaccination avec Arnaud. Les maladies contre lesquelles on peut vacciner, donc en ruminant, tu vas avoir les maladies respiratoires, les diarrhées néonatales, la BVD. Et ça, c'est des maladies qui coûtent cher. Donc c'est facile pour toi de mesurer le coût quand tu soignes un animal. D'accord. Tu vas acheter tu vas avoir une prescription d'antibiotiques, des anti-inflammatoires, de la réhydratation. Et puis, ce qui est plus délicat à détecter, c'est les coûts futurs, les coûts différés. Par exemple, une génisse qui va être malade de diarrhée néonatale avant l'âge de 45 jours, eh ben, elle va moins produire sur la première lactation, jusqu'à 500 litres de moins sur la première lactation. Donc ça, c'est des coûts importants. Un broutard, toi qui vends des broutards, oui. Eh ben, un broutard qui a la diarrhée, eh ben, il fera 16 kg de moins parce que la croissance elle est moins bonne et quand tu vas le vendre, il fera 16 kg de moins qu'un broutard qui n'a pas eu de diarrhée. Et puis même, il ne sera pas bien niveau, il ne sera pas à l'aise pour manger, il ne sera pas en forme. C'est ça, il y a des retards de croissance tout le temps quand ils sont malades, ils ont du mal à redémarrer derrière et au final, eh ben, c'est une croissance qui ne se rattrape pas et ça fait 16 kg. Donc avec le cours du broutard actuel. Ben oui, on est en moyenne à 2,70, 100 kg. Donc c'est vrai que ouais, ça perd facile, bien 30 à 40 euros sur un broutard, ouais, c'est vrai. Donc ça c'est le coût de la maladie et après il faut le mettre en rapport avec le coût des vaccins. D'accord. Alors au niveau du coût des vaccins, on a constaté que les éleveurs qui vont plus sur de la prévention, ils ne baissent pas leur niveau de dépenses au niveau du vétérinaire. Par contre, ils vont gagner en sérénité. C'est-à-dire qu'ils soignent beaucoup moins les animaux, mais ils sont beaucoup plus sereins dans leur boulot parce qu'ils savent que ça va bien se passer. Ils ne sont pas tous les jours, j'imagine toi, quand tu as des petits veaux, comment ça se passe? Eh ben, moi quand j'ai des petits veaux, déjà une bonne aération du bâtiment, ça compte beaucoup au niveau de tout ce qui est diarrhée. Après j'essaye de les isoler quand ils sont malades, mais c'est pas évident avec des veaux sous la mer, c'est pas comme des veaux laitiers en niche. Il y a moins de risque de contamination. Après, moi, le souci, c'est que quand je soigne, c'est que c'est déjà trop tard. Souvent, la plupart des paysans, puis je l'avoue, quand on soigne, c'est que le veau est déjà malade, a déjà une diarrhée. Alors peut-être que le préventif, ça pourrait limiter mes coûts et avoir moins de pertes sur mes veaux niveau viande et même niveau mortalité. Voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir une démarche plus préventive, c'est qu'on va travailler beaucoup plus sereinement. On sait que le risque de maladie, il n'est pas nul, mais il est très faible. Et donc le matin, quand tu arrives au boulot, eh ben, tu sais que tes veaux ne seront pas malades, tu n'as pas l'appréhension d'avoir des veaux malades. Et tu perds beaucoup moins de temps aussi, parce que soigner un veau, ça prend du temps. C'est sûr, ça prend du temps, puis on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas s'il va se relever. Est-ce qu'il va retrouver les bonnes tétées? Parce que nous, en allaitant un veau qui ne tète pas, la vache, elle est foutue. Si on n'a pas le veau, on perd la vache. Donc c'est vrai que ça peut limiter la casse sur les vaches aussi, parce qu'il y en a, ils les réforment avec les charges d'aujourd'hui, ils ne gardent pas des vaches neutres pendant un an, donc ils les vendent.
Donc la démarche préventive, c'est déplacer les coûts plutôt des médicaments curatifs vers du préventif, et puis vous gagnez en sérénité et gagnez en résultat économique. D'accord. En fait, on y gagne sur tous les plans. Bah, super. Donc le but, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir bien gérer ça, c'est de connaître les dates de vélage. Comment ça se passe chez toi? Alors moi, en période de vélage, déjà je sais qu'elles vèlent à une période, donc là elles ont commencé à véler maintenant. Je mets le taureau au mois de décembre, donc là c'est approximativement. C'est pour ça que je vais passer un peu plus en insémination, pour être déjà améliorer ma génétique. Et déjà je sais quand ma vache elle vèle. Donc je peux l'échographier, j'aurai un suivi, donc du coup je saurai mieux quand elle va véler. Tandis qu'avec la saillie, c'est un peu pile ou face. Alors on dit elle va véler d'ici un mois, et ben normalement elle va véler demain comme après-demain. Alors c'est sûr qu'en hiver, quand les vaches sont en bâtiment, le risque de maladies infectieuses en général, il est plus important. Parce que les microbes, ça aime bien l'humidité, ça aime bien l'ambiance bâtiment. Les vaches, elles dégagent jusqu'à 11 kg d'eau par jour, rien qu'avec leur respiration, leur transpiration. Donc ça humidifie l'ambiance du bâtiment, et donc les germes restent en suspension, les virus, les bactéries adorent ce milieu-là. Donc en hiver, en bâtiment, c'est là où tu as le plus de risques de maladies infectieuses, donc les maladies qui vont causer des diarrhées, et puis surtout les maladies respiratoires. C'est ça. Donc je ne sais pas comment ça se passe au niveau respiratoire. Respiratoire, ça va pas trop mal, parce que maintenant je suis passé de... Avant j'avais 9 mètres carrés par vache et par veau, j'avais des gros soucis de diarrhée, de la toux sur les veaux, des mauvaises toux, et j'ai remarqué qu'avec un paillage quotidien les soirs, et en mettant 10 à 12 mètres carrés par vache et par veau, j'ai limité la casse niveau toux, diarrhée déjà, parce que les veaux ils ont plus de circulation pour circuler, ils sont en meilleure santé, et même avec un bon paillage, et même avec un peu d'assèchement sur mon air paillé, ça limite un peu. Et puis bien aussi laver mes barrières. Pour l'année précédente, c'est une diarrhée, un coup de Karcher à l'eau chaude, ça élimine un peu les bactéries. Après, je ne suis pas spécialiste. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et là, tu le décris très bien, les maladies respiratoires, ce sont des maladies multifactorielles. Ouais. Il y a certes des germes, des virus, des bactéries, mais il y a aussi toutes les conditions d'ambiance qui vont favoriser l'augmentation de cette pression microbienne dans l'élevage. Donc là, le fait de pailler, l'ambiance est plus sèche, le fait d'avoir plus de surface aussi, les animaux sont plus confortables, l'ambiance est meilleure, et du coup, les conditions sont meilleures pour éviter les maladies respiratoires. Tu as quand même le virus respiratoire syncytial bovin qui est un virus très dangereux puisqu'il peut tuer des veaux. Et donc là, une prévention vaccinale serait peut-être aussi intéressante pour sécuriser cet aspect maladie respiratoire. D'accord, c'est sûr. Puis même j'ai remarqué avec plus de place dans mon bâtiment, mes vaches elles produisent mieux. Oui. Parce qu'il y a tout le temps une meneuse dans le bâtiment qui va venir embêter l'autre, qu'on a dit, elle va moins manger. Donc le veau aussi, si la vache elle mange mal, elle va faire du mauvais lait. Le veau, ça peut peut-être entrer en contact avec son lait. Donc pour moi, ça a été tout bénéfice d'agrandir la stabule, de mettre moins de vaches. Non, rien que d'en enlever 5, ça a limité de la place et j'ai gagné en production sur mes veaux. Parce que les rassemblements de cheptels, c'est toujours une période très critique. Comme là, comme un sommet. Voilà, comme par exemple le sommet de l'élevage, parce qu'on mélange tout plein de microbes d'origine différentes. Et donc ça fait un cocktail des fois difficile pour les vaches à gérer. Et il y a aussi l'aspect stress aussi. Ici aussi, des animaux comme... la musique, c'est sûr, l'ambiance. C'est pas leur habitat. C'est pas leur habitat naturel. Donc il y a un aspect stress qui favorise aussi les maladies infectieuses. Donc là, on ne peut que te recommander, pour cette période-là au moins, d'avoir une vaccination contre les maladies respiratoires. Il y a des choses qui sont très simples. Il y a un vaccin par exemple intranasal qui peut être fait chez le veau à partir de l'âge de 10 jours. Ou par piqûre, comme tu as peut-être plus l'habitude de... Oui. Après, moi je verrai comment je vais fonctionner, mais après je vais me pencher, je pense qu'il faut que je me renseigne envers toi pour me dire, écoute, tu as tant de vaches, voilà, il faut s'entourer de professionnels. Je pense, chacun son métier, il ne faut pas se prendre pour... il faut bien se conseiller, je pense.
Alors ça c'est vrai que c'est une bonne question parce que les vaccins coûtent cher globalement, hein, et donc on n'aime pas jeter des doses, j'imagine. Le problème des vaccins, c'est qu'une fois que le flacon il est entamé, après il faut l'utiliser dans les 24 heures. Hein. D'accord. Donc nous chez Boehringer, on a bien pris en compte cette contrainte et donc on essaye de plus en plus d'avoir des présentations monodoses. Donc on a des présentations bien sûr 5 doses, 10 doses, 25 doses en fonction des vaccins. Et puis on a aussi on essaie de développer des présentations monodoses. Donc là tu peux ajuster du coup le nombre de doses à ton nombre de vaches. Et donc il n'y a pas de gaspillage. Si tu as 7 vaches à vacciner par exemple, tu vas utiliser un flacon de 5 doses et 2 flacons de monodose. Nickel. Et donc là il n'y a pas de gaspillage, pas de perte. Donc pas de gaspillage et on peut les stocker dans un frigo. Il faut les stocker combien? Voilà. Et là, il faut bien le dire. Un vaccin, ça se conserve entre 2 et 8 degrés. D'accord. Et donc ça, c'est super important au niveau de toi, de ton frigo, d'avoir un témoin, savoir si les plages de température, elles ont été dépassées ou pas. Et avec l'idéal, c'est d'avoir au moins une alarme visuelle pour que quand tu passes devant, tu vois que si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc ça veut dire, le vaccin, si on ne l'a pas utilisé, s'il est encore dans son flacon, on peut le garder longtemps. Si le flacon n'est pas entamé. Voilà, par contre, s'il est entamé, il faut le... Si le flacon est entamé, il faut l'utiliser dans la journée. Si tu mets en place la vaccination contre les maladies, contre les diarrhées néonatales, il y a un point clé, c'est la distribution du colostrum. Comment tu t'y prends? Alors, moi, ma vache, imaginons si j'avais vélo aujourd'hui, pour moi, pendant une semaine, le veau, il est à volonté. Il se sert, j'essaye d'aller l'aider s'il y a besoin. Et surtout, je vérifie les 4 trayons, s'ils sont bien tous tétés, s'il y en a pas un qu'il faut être traire ou quoi que ce soit. Et après, là, cette année, je vais mettre en place un pâturage tournant sur mes salaires avec mes veaux fermés. Donc mes veaux seront dans la stabule la journée, ils auront leur parc pour sortir, pour se promener, et je vais les rentrer pour faire téter mes veaux tous les jours. Parce que j'ai remarqué que j'ai des vaches, comme j'appelle des vaches tireuses, elles se laissent téter par d'autres veaux, donc j'ai des veaux qui perdent niveau GMQ comparé à d'autres. Donc au moins cette année, je serai gagnant niveau docilité sur mes veaux, GMQ, parce qu'au moins ils boiront une quantité d'un coup en 10 minutes, et après ce sera fini plutôt qu'un petit peu par là, un petit peu par là. Et après moi, mon tarissement, en cette période, elles sont dans les prés, elles ont un râtelier de foin à volonté, de l'eau à volonté, et elles sont en totale autonomie. Donc voilà, moi elles sont au pâturage avec du foin en complément, une pierre de sel. En tout cas, la préparation au vélage était vraiment une période clé dans l'optique de la santé du veau, parce que c'est là où se prépare le colostrum. Hein. On a vraiment le seul truc à penser le jour de la naissance, c'est la prise colostrale, parce que les impacts sont vraiment sur toute la vie de l'animal. On ne se rend pas compte à quel point cette prise colostrale elle a des conséquences sur le long terme. Et donc, tu as raison d'être très vigilant sur cette prise colostrale, de vérifier si le veau il a pris correctement son colostrum. Est-ce que tu connais une petite astuce pour vérifier que le veau il a bien pris son colostrum? Non, je connaissais une, mais je sais pas thermomètre. Avec un thermomètre? Avec un thermomètre, au-delà de 12 heures, le veau, s'il a bien pris son colostrum, il doit être au-dessus de 39 degrés. D'accord. S'il n'a pas eu cet apport d'énergie qui est dans le colostrum, sa température elle va commencer à baisser et elle sera en dessous de 39 degrés. Parce que l'important c'est d'être très rapide après le vélage. Dans les heures qui suivent, le tube digestif se ferme aux anticorps et au bout de 12 heures, on n'en a déjà plus que on en a déjà une faible quantité qui va passer et puis à 24 heures ou 36 heures, il n'y a plus rien du tout qui passe. D'accord. C'est intéressant d'avoir ce point de contrôle qui est tout simple en fait. Hein. Merci pour la petite astuce pour le petit veau, là, voir s'il a bu. Mais il y a plein de trucs comme ça qu'on ne sait pas et qu'on apprend tous les jours. Je savais qu'une vache avant le vélage, dès qu'elle monte en température d'un coup et qu'elle redescend, c'est qu'elle va véler d'ici 2-3 heures. Et ouais, mais pour les veaux, ça je ne savais pas et je pense que ça va en intéresser plus d'un qui nous regarde, surtout en allaitant. Et alors autre chose, est-ce que tu contrôles la qualité de ton colostrum? Non, c'est un truc que j'ai jamais fait. Alors il y a un truc qui est très simple à faire, c'est un outil comme ça qu'on appelle un réfractomètre, qui coûte à peu près, je pense, une 50aine d'euros. D'accord. Mais qui va te servir toute ta carrière. Et donc... comment ça marche? Tu prends un peu de colostrum comme ça, tu vas le mettre sur la vitre, une petite goutte. D'accord. Juste comme ça. J'essaye de ne pas faire gicler parce que j'ai peur que tu t'en prennes plein la gueule.
Voilà, on referme la vitre. Et puis on regarde comme ça. Donc là, bon bah là c'est pas un excellent colostrum. Je dirais pas d'où il vient, parce que sinon on va m'engueuler. C'est-à-dire c'est pas un bon... Ah oui, Alors là tu vois à peu près il y a une échelle graduée avec oui. des chiffres. Oui. T'arrives, alors c'est pas super net, enfin moi pour moi c'était pas super net, mais Je suis à gros, 19 ouais, voilà, et au-dessus c'est bleu. Voilà, Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la limite de 19, eh ben, c'est un colostrum de qualité moyenne. Voilà. D'accord. Donc ça pourtant c'est une vache qui est en troisième lactation, ouais. Donc c'est à peu près le moment où le colostrum il est le meilleur. Donc il y a certainement moyen de discuter sur la préparation au vélage et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, peut-être la ration, peut-être les oligo-éléments, peut-être le déparasitage, peut-être un petit peu de tout ça, pour essayer d'avoir un colostrum de meilleure qualité. En tant qu'allaitant, donc là c'est une échelle qu'on appelle des Brix, et donc c'est utilisé par les vignerons. Et donc cette échelle de Brix nous donne une idée de la qualité du colostrum, de la quantité d'anticorps qu'il y a dans le colostrum. Et donc toi ton objectif en tant qu'éleveur allaitant c'est un peu plus concentré, il y a un peu moins de volume par rapport à une vache laitière. Ah bah oui, oui. Et donc toi l'objectif c'est d'avoir un colostrum à 25. 25. Voilà, on est à 19. Ouais. Donc on est quand même bien en dessous. C'est moyen, c'est pas catastrophique, hein, c'est moyen, ouais. Mais on peut viser du bon colostrum à 25, voire mieux. Eh ben, je te remercie Arnaud, tu m'as bien éclairé. Je pense que tu en as éclairé plus d'un aussi qui veut peut-être franchir le pas pour la vaccination. Et même tes petites astuces colostrum, on ne connaissait pas. On en apprend tous les jours. Bah écoute, merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Et puis bon courage pour la suite. Merci. On va un petit apéro. Voilà.